Donc diabétique de type 2, qui était pour moi ce que je pensais être le dossier classique de l'internat, qui est pour le moment pas vraiment tombé comme ça, en tout cas pas du tout l'année dernière. Mais donc une grosse dame, 69 ans, obèse, et qui vient aux urgences pour une jambe droite douloureuse. Donc je pense que ça vous le faites pas mal, mais effectivement de noter à côté ce qui est important. Hein. Donc elle vit seule, elle est autonome a priori, 38,9 de fièvre, tension artérielle qui est un peu élevée, une fréquence cardiaque à 75 par minute. Ce qui doit vous faire tiquer, c'est qu'elle n'est pas très élevée pour 39 de fièvre. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Un EVA, alors 50 mm, je pense que c'est une connerie, mais... Bon, un EVA, c'est 50 mm? Moi, je dis à 5, quoi. On va dire EVA élevé, en tous les cas, il faut que vous mettiez dans la marge qu'il va falloir lui mettre un traitement pour la douleur. Une SAT normale, une glycémie capillaire élevée à 2,5 grammes par litre. Vous connaissez les correspondances, hein, 2 grammes, c'est 11 millimoles. Après, vous faites des règles de 3. Donc 2 grammes 5, 13,8 millimoles. Première question. On va commencer par toi, c'est facile. L'épisode aigu, le terrain. Alors, donc, quelle est votre hypothèse diagnostique? Et donc, un érysipèle de la jambe droite chez une femme probablement diabétique, compliquée d'un probable sepsis, puisque donc c'est une jambe rouge et douloureuse. Il y a de la fièvre qui va contre la phlébite. Il y a un terrain donc d'immunodépression probable dû à l'hyperglycémie. Et Non, mais c'est nickel, tout le monde est d'accord, je pense, érysipèle, membre inférieur droit, on peut même dire plus que probable, associé à un diabète de type 2, une glycémie supérieure à 2 grammes par litre, à n'importe quel moment de la journée, elle est diabétique. Vas-y. Elle me demande si le contexte infectieux peut faire monter sa glycémie. Non. Ça peut faire monter un peu ta glycémie, mais pas du tout au-dessus de 2 grammes par litre. Au-dessus de 2 grammes par litre, tu as un trouble de ton insulinosécrétion, donc tu as un diabète. Ça peut être aggravé par l'infection, mais elle est diabétique. Ouais, tu peux pas monter, toi tu pourras pas, enfin une personne non diabétique ne montera pas à plus de 2 grammes, même infectée. Alors les signes cliniques de gravité de l'épisode l'ayant poussé à consulter. En gros, c'est les signes cliniques de gravité de l'érysipèle. Alors au niveau local donc, de la jambe, une impotence fonctionnelle, des signes de nécrose cutanée, des troubles de la sensibilité. On peut rechercher un syndrome de Loge, donc une douleur intense, trouble de la sensibilité avec un pouls conservé. Au niveau général, on cherche des troubles de la conscience. Au niveau hémodynamique, donc là, elle n'a pas d'hypotension. Elle a la fréquence cardiaque qui n'est pas adaptée. On recherche des frissons qui signent une bactériémie. Et au niveau respiratoire, une dyspnée, des troubles respiratoires, des saturations. Non, c'est bien, je suis vraiment d'accord avec toi. L'idée, c'était ça, de classer les choses comme ça. Alors, la seule chose qu'il faudrait que tu rajoutes, effectivement, c'est ce qu'on craint, c'est que cette érysipèle devienne ou ait des signes de fascite nécrosante. Donc, juste que tu nous fasses ressortir un moment, que tu recherches les signes en faveur d'une cellulite nécrosante, et c'est ça que tu nous as cité. Donc, les signes locaux, effectivement, l'hypoesthésie cutanée, les lésions nécrotiques, le mot-clé, c'était les crépitations aussi. Et les signes généraux sont les signes de choc que vous connaissez. Ok. Question suivante. Examen complémentaire à discuter aux urgences. Alors juste d'ailleurs, c'est important de dire aux urgences. Dans le dossier de mardi, il y a plusieurs d'entre vous qui proposaient de faire de l'hémoglobine glyquée, des microalbuminurées, tout ça. Aux urgences, on ne fait pas tout ça. Donc là, c'est aux urgences. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, en urgence, on demande un bilan biologique avec NFS plaquettes VSCRP pour le syndrome inflammatoire, des hémocultures avant toute antibiothérapie répétée au moment des pics fébriles, une glycémie veineuse pour confirmer l'hyperglycémie, un ionogramme sanguin et un bilan hépatique pour rechercher des signes de gravité du sepsis.
Et comme on suspecte fortement un diabète, j'ai quand même fait une troponine et un ECG pour rechercher des signes d'ischémie myocardique associés, une BU et un ECBU. Ok. Donc tu m'as dit à la fin, effectivement, les choses importantes. Donc j'ai ressorti la conférence de consensus qui date un peu, qui date de 2000 sur les résipelles. Je ne pense pas qu'il y en ait une de plus récente. Ce qui est important juste, c'est que pour le diagnostic, il précise qu'aucun examen complémentaire est indispensable, que les résipelles aient un diagnostic clinique. Maintenant, quand on a des comorbidités, en particulier un diabète, un âge, alors un sujet âgé, on peut faire des examens complémentaires. Mais aucun examen complémentaire n'est obligatoire. Donc ce qui comptait pour moi chez elle, c'est effectivement, elle décompense un diabète, 2,50 g, c'est pas beaucoup, mais de faire apparaître une BU et donc la recherche d'une cétonurie, important. L'électrocardiogramme, indispensable, parce que là, on ne suspecte pas, hein, elle est diabétique. Donc, il faut, quoi qu'il arrive, patiente diabétique dans la vie et sur un dossier d'internat, que vous ayez fait un électrocardiogramme. Et effectivement, un iono-urécréate, ça me paraît de bon ton. Prélèvements bactériologiques, ils ne sont pas très convaincus de l'utilité, mais ils disent qu'on peut, des émocs et prélèvement d'une porte d'entrée. N'oubliez pas juste là, la porte d'entrée, pour dans le traitement, traiter la porte d'entrée, toujours, hein, dès qu'il y a une infection. Et de la même façon, ils disent que l'écho veineux Doppler est à discuter, mais jamais systématique. Et a priori, là, l'examen clinique a l'air très franc et on n'a pas l'air de douter du diagnostic, mais vous pouvez mettre, on discutera de l'écho Doppler veineux à la recherche d'une phlébite. Mais surtout, diabétique, hyperglycémie, cétonurie, électrocardiogramme. C'est le plus important. Alors, prise en charge thérapeutique des 24 premières heures, je me cache d'ailleurs encore derrière la recommandation. Donc on va hospitaliser cette femme en médecine, lui poser une voie veineuse périphérique pour un traitement étiologique, donc une bioantibiothérapie, enfin, je sais pas si c'est une mono, une bioantibiothérapie probabiliste, mais j'ai mis sous bioantibio amox genta IV. Enfin, voilà, bactéricide. Je te dirais après ce qu'ils disent, hein, ils sont plus soft que ça. Bon, je sais pas trop. Mais une mono, ça me paraît pas totalement... C'est pas possible vu qu'elle a pas trop de signes de gravité, donc je savais pas. Ensuite, on va prendre les problèmes un par un. Elle a eu du diabète, donc on va lui faire une hyperglycémie, donc on va lui faire une insulinothérapie. Donc là, je l'ai mis en sous-cutané, parce que oui, voilà. Ensuite, elle a mal, on va faire des antalgiques IV type perfalgan. Et puis on adaptera si elle a encore mal. Pour passer à un palier 2, on va lui mettre un traitement antihypertenseur. Donc si elle vomit pas, on peut lui passer Péros. Plutôt à type d'IEC. On va l'hydrater, lui demander de boire beaucoup vu qu'elle a de la fièvre. S'il y a une porte d'entrée retrouvée, on va traiter la porte d'entrée et puis prévenir les complications de décubitus avec un HBPM en préventif. Et juste la surveillance en plus. Et puis on peut la surveiller, oui. Donc on va, voilà. Donc on va surveillance clinique, température, glycémie capillaire, donc on va régulière. On ne sait jamais. Hein, EVA. C'est coté la surveillance ou pas. Là, effectivement, si tu la surveillais pas, c'était un 0 à la question, mais. Voilà. EVA. C'est très aléatoire. Je pouvais me tromper d'antibiothérapie, c'est pas grave. On va surveiller la tension artérielle et puis voilà, puis on va regarder si elle se complique pas avec la conscience, la diurèse. Et je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, j'ai 0, donc je vais pas dire plus. Merci Margot. Je vous dis ce qui me paraissait important, elle a vraiment presque tout dit, hein, mais donc effectivement on l'hospitalise et de la même façon, dans le consensus, ils disent qu'il ne faut pas du tout hospitaliser tout le monde, que finalement on doit hospitaliser, alors je vous lis, existence d'un doute diagnostique, des signes généraux importants, c'est assez flou, une comorbidité, un contexte social rendant le suivi à domicile impossible. Donc tous les érysipèles ne méritent pas une hospitalisation. Elle a une comorbidité qui est déjà le diabète. En plus, vous dit qu'elle vit seule. On va dire que ça rajoute sur le fait que le suivi à domicile peut être possible. Donc on l'hospitalise. Pour eux, ce qu'ils recommandent, ça reste, mais alors ça date de 2000, hein, peut-être qu'on vous apprend autre chose, mais le traitement standard reste la PNIG.
Donc pénicilline G injectable, l'antibiotique de référence. Le seul problème, c'est que c'est que IV. Donc si on la prend pas, si on l'hospitalise pas, ils lui mettent de l'amoxicilline. Et en cas d'intolérance ou d'allergie aux pénicillines, ils proposent de la piostacine. Voilà. Ils disent qu'un traitement local antiseptique, ça sert à rien. Risque de thrombose veineuse, effectivement des HBPM, mais un peu comme chez tous les patients, doit être discuté au cas par cas. Il n'est pas particulier aux patients qui ont un érysipèle. Donc 1, l'hospitalisation. 2, l'antibiothérapie, je vous ai dit. 3, le traitement antalgique. Donc c'était bien ce qu'elle a mis, le perfalgan. Alors pour ne pas masquer la fièvre et pour que la fièvre reste un élément de surveillance, on aime bien les médicaments comme l'acupan. Comme ça masque pas la fièvre. Ou le topalgique. À ce moment-là, on est dans un palier 2. Et presque à rajouter, vous savez qu'il y a une contre-indication aux anti-inflammatoires. Donc c'est vrai que c'est déjà bien de ne pas la mettre sous anti-inflammatoire, mais de préciser même que ce n'est pas par hasard que vous l'avez mis sous perfalgan, mais c'est que volontairement, vous savez qu'il y a une contre-indication aux AINS et qu'il ne faut pas la mettre sous AINS. Et le topalgique, c'est quoi exactement Le topalgique, c'est un tramadol, c'est le tramadol, la DCI. Elle me demande ce que c'est que le topalgique. C'est un dérivé morphinique, un palier 2. Je ne sais pas t'en dire plus. Ça fait vomir beaucoup. En pratique, c'est pas très bien toléré. Mais c'est l'étape d'au-dessus du perfalgan et de l'acupan, quoi. Donc, recherche et traitement de la porte d'entrée, c'était bien et hyper important. Prévention thromboembolique, HBPM. Alors, j'ai rajouté le SADVAT, mais ça, c'est plus pour l'internat. Voilà. De SADVAT si besoin, en fonction de son statut vaccinal. Dernière chose, effectivement, qui n'est pas des moindres dans la conf d'endocrino, c'était l'insulinothérapie. Donc à 2,5 g, a priori, il n'y a aucun problème pour lui mettre une insulinothérapie sous-cutanée. Nous, on met la seringue électrique. En fait, on ne met jamais personne en salle en seringue électrique. D'ailleurs, juste comme précision, la seringue électrique, c'est le seul moment où les endocrinologues utilisent l'axe rapide. Ça ne sert à rien de mettre les ultra rapides dans la seringue électrique, au passage. Donc, on les met en sous-cutané. Alors, plutôt que le protocole acte rapide qui est dans tous les services et qui nous fait hurler, on met un protocole avec une lente, donc une insuline lente type Insulatar ou Lantus, et puis des rapides systématiques matin, midi et soir. Et après, en fonction des besoins, on augmente progressivement. Mais le protocole acte rapide, qui fait office dans tous les services hormis l'endocrino, ne fait toujours que rattraper. En gros, ça évite une décompensation importante, ça évite un hyperosmolaire, mais ça permet rarement que les patients soient bien équilibrés. Ça permet d'éviter qu'ils soient à 3,50 g. Donc mettre une lente et des rapides. Maintenant, ça c'est pour les 48 premières heures, 72 premières heures. Ça n'empêche pas après, une fois que l'érysipèle est résolu, de faire un relais par des médicaments dont on parlera après. Ça ne préjuge pas du fait qu'elle va avoir besoin d'insuline après. On est dans la phase aiguë, on ne va pas lui instaurer de la metformine maintenant, elle est infectée. On la met en euglycémie, c'est ça qui va l'aider à guérir. Et par ça, une lente et des rapides. Je vous en conjure, hein, vraiment pour nous, le protocole acte rapide, c'est terrible. C'est très simple, c'est toujours n'importe quoi. Vous faites toujours que courir après une glycémie. Donc lente et des rapides. Et la surveillance, donc ce que tu as dit, rien, sauf, vous vous souvenez qu'un érysipèle, on le limite, hein, donc la limitation de l'érysipèle, de vérifier que ça évolue bien. Pas de problème pour le moment ? Bon, on s'attaque au diabète, au vif du sujet. Question 5, le bilan. Alors, le bilan, j'avais fait une HbA1c. Et après, j'avais évalué le retentissement. Donc, un électrocardiogramme, une épreuve d'effort. Pour le rein, donc une bandelette urinaire, si elle est, puis après une protéinurie des 24 heures, créate, iono. J'avais mis une mesure ambulatoire de la pression artérielle, mais je pense que c'est pas nécessaire. Fond d'œil, angiographie éventuellement, tonus oculaire. À l'examen clinique, les pouls, s'il y a des souffles, donc auscultation, s'il y a des souffles, écho des troncs supraortiques et des membres inférieurs. Un examen de la sensibilité, des pieds notamment avec le monofilament. Regarder s'il y a une porte d'entrée, s'il y a un mal perforant plantaire, s'il y a un intertrigo, un truc comme ça.
Et après, dans le cas du syndrome métabolique, lui faire un tour de taille, un bilan lipidique complet. Je fais une enquête diététique et voilà. Et savoir s'il a fumé. Et pour le suivi, tu nous avais rajouté quelque chose? Ah oui, suivi, il y avait. Alors suivi, on la voit tous les 3 mois avec la HbA1c, avec un examen clinique, et puis tous les ans, ce bilan-là. Enfin, le bilan ECG, fond d'œil, et puis après, selon la clinique, quoi. S'il y a des souffles, toujours pareil, les échos, et le bilan de dyslipidémie. Ok. C'est bien ce qu'elle a dit. On va juste discuter quelques points. Donc, découverte de diabète de type 2, rien à voir avec le diabète de type 1 de mardi. Là, on va lui faire effectivement un bilan plus que complet. Donc, pour rien oublier, vous vous souvenez que je vais fermer. Donc, micro-angiopathie, macro-angiopathie. Donc, si on commence par la hémoglobine glyquée, ça va nous permettre d'évaluer son déséquilibre et effectivement de s'abstraire de son infection, enfin de voir ce qui s'est passé pendant les 3 mois précédents. Donc, l'hémoglobine glyquée, le rein, créate, elle a dit, microalbuminurie des 24 heures si la protéinurie est négative. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Fond d'œil, pas de problème. Plus ou moins en géographie s'il y a des anomalies au fond d'œil. Là où ça se complique, et parfois c'est un peu plus compliqué, c'est au niveau cardiovasculaire. Donc ECG systématique, toujours. Doppler des membres inférieurs uniquement quand il y a des signes cliniques. Alors pour le tronc supraortique, moi j'ai lu des choses plus systématiques. Pas forcément que s'il y a des souffles, parce que par rapport aux signes cliniques de l'artériopathie des membres inférieurs, ils font un Doppler des troncs supraortiques quasiment systématiquement, puis tous les 2 à 3 ans. Dernière chose, l'ischémie silencieuse. Donc elle a parlé d'une épreuve d'effort. Bon, épreuve d'effort, ça sera adapté de savoir si elle peut pédaler ou pas. Hein. Mais effectivement, dans ce contexte, c'est très important de dépister l'ischémie silencieuse. Chez qui il faut dépister l'ischémie silencieuse? Donc chez qui il faut faire systématiquement, en plus de l'ECG, alors soit une épreuve d'effort, soit une écho d'obus, soit une scintigraphie myocardique. Ça, il n'y a aucun consensus sur quel examen il faut faire, mais il faut en faire l'un de ces 3-là. Et vous allez voir, c'est toujours la même chose, et donc ça fait partie des recommandations que j'avais sorties, c'est le diabétique à haut risque vasculaire. Et vous en avez déjà entendu parler de celui-là. En fait, c'est un peu le même chez qui on va avoir besoin de DLDL inférieur à 1 g par litre ou des choses comme ça. Je vous lis, donc selon les recommandations, chez qui on doit faire le dépistage de l'ischémie silencieuse. C'est un diabétique de type 2 à partir de 60 ans, ou dont le diabète est diagnostiqué depuis plus de 10 ans, donc on va dire que s'il a un peu moins de 60 ans, mais plus de 10 ans de diabète, et présentant au moins 2 facteurs de risque traditionnels. Chez lui, de la même façon, et ça c'est la même chose pour les LDL à 1 g, c'est le diabétique de type 1 ou 2, quel que soit son âge, qui a une atteinte rénale, et donc une protéinurie, ou une clairance de la créate inférieure à 60 ml par minute. En plus, ils nous rajoutent quelques trucs dans les recommandations. Ils vont nous rajouter chez le diabétique de type 1, un peu plus jeune, à partir de 45 ans, traité depuis plus de 15 ans et présentant au moins 2 facteurs de risque. Donc juste pour le diabétique de type 1, on a baissé un peu l'âge, 45 ans, 15 ans de diabète. Et chez le diabétique de type 1 ou 2, qui a un autre antécédent vasculaire. C'est-à-dire qu'il a une artériopathie des membres inférieurs, il a un athérome carotidien, il a un antécédent d'AVC. Assez logique, hein, de l'athérome, on en a partout. Dernière chose, et là c'est un peu, ça se complique, hein, mais c'est assez diabétique de type 1 ou 2, dès lors qu'il existe 2 facteurs de risque et une microalbuminurie. Donc tout d'un coup, juste la microalbe plus 2 facteurs de risque, ça suffit, quel que soit son âge, à faire un dépistage d'ischémie silencieuse. Donc entre guillemets, ça fait quasiment 3 facteurs de risque, mais la microalbuminurie est particulièrement importante. Bon, on reviendra là-dessus, hein, parce qu'à chaque fois, c'est ces critères de diabète à haut risque vasculaire, effectivement, qui reviennent. Donc chez elle, 69 ans, donc plus de 60 ans, son diabète n'était pas diagnostiqué depuis plus de 10 ans, mais plus de 60 ans, 2 facteurs de risque traditionnels. Alors, dans les facteurs de risque traditionnels, on avait son hypertension artérielle, ça marchait, et l'obésité, ouais. Alors, l'obésité, ouais, je suis pas sûre.
Je pense que j'aurais dû vous mettre des lipides ou des choses comme ça pour vous rajouter. Bah ouais, mais c'est plus de 60 ans et 2 facteurs de risque. Ah non, je crois que c'est 1 pour le diabète Ça, je vous lis les recommandations. Hein. Je les ai devant les yeux. Bon, faudrait que je lui rajoute en plus un tabagisme ou un truc clair. Donc pour le cardiovasculaire, Doppler transupraortique systématique, membrin s'il y a des signes cliniques, ischémie silencieuse. Évidemment, recherche d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, donc le bilan lipidique. Et le suivi, par contre, on allège un tout petit peu plus les choses. Tous les 3-4 mois, l'hémoglobine glyquée, le poids, la pression artérielle dans l'examen clinique et l'examen des pieds. Et tous les ans, examen clinique, fond d'œil, ECG. Et le reste, effectivement, à évaluer en fonction de l'examen clinique. Je reviendrai sur d'autres trucs après, on va en parler après. Maintenant, si on demande des HbA1c aux urgences, enfin, aux urgences, non. Et en urgence, en salle, on aura le résultat le lendemain ou le surlendemain. Ça ne changera rien, de toute façon, ton insulinothérapie que tu vas lui faire pour l'euglycémie au moment de l'infection. Alors, question 6, elle est sous glucophage, Daonil. Traitement antihypertenseur par l'ajout d'un IEC. Elle raconte un épisode de malaise, sueur profuse. Juste avant de parler de la question, qu'est-ce que tu penses des médicaments là? Et juste en lisant ça, tu te dis qu'elle a sur son ordonnance glucophage, Daonil et un IEC. Qu'est-ce qu'elle aurait probablement dû avoir en plus? À la place de l'IEC, c'est pas ARA2 déjà? Ouais, ça c'est kiff-kiff, IEC ou ARA2. Bon, il faudrait que ce soit pour le type 2, c'était recommandé ARA2 plutôt que l'IEC. IEC, c'est bien. Ok. Qu'est-ce qu'elle aurait dû avoir en plus? Probablement, hein. Ouais, probablement elle aurait besoin d'une statine. Enfin, ça m'étonnerait. Je suis d'accord que c'est du... Peut-être qu'elle a un cholestérol naturellement, un LDL à 1 gramme, hein, mais probablement elle aura besoin d'une statine. Et probablement elle aura besoin d'aspirine. L'aspirine, maintenant dans les recommandations, effectivement, c'est toujours le même diabétique à haut risque vasculaire. Donc pour moi, c'est toujours le diabétique de type 2, plus de 60 ans, dont le diabète est diagnostiqué depuis plus de 10 ans avec 2 facteurs de risque, ou un diabète, quel que soit l'âge, avec une protéinurie ou une clairance de la créate inférieure à 60. Ça, c'est le diabétique à haut risque vasculaire. Ok. Donc, qu'est-ce que tu pensais? Donc, c'est une hypoglycémie sur le Daonil, Ouais. qui est hypoglycémiant. Et donc, les autres signes cliniques à rechercher, c'est plutôt de neuro, confusion, troubles de comportement, autrement des tremblements, voilà. Combien de classes de médicaments tu connais pour le diabète? Alors 5, c'est vraiment les principaux, ouais. Je vais vous en parler de 2 autres après. Mais... non, mais que tu aies une idée. Le glucophage, c'est quoi? Metformine? La metformine, c'est un biguanide. Vous savez que ça ne donne jamais d'hypoglycémie. Jamais. Donc, biguanide, metformine, chez tous les obèses, jamais d'hypo. Daonil, comme tu as dit. Sulfamide hypoglycémiant. Ok, donc il y a Daonil, Diamicron, Amarel. Comme sulfamide hypoglycémiant, là, donne des hypoglycémies. Et glinide aussi Les glinides. Donc les glinides, c'est un peu comme des sulfamides, mais juste avec une durée de vie plus courte. Donc ça nous permet de le mettre chez les insuffisants rénales jusqu'à une clairance supérieure à 10 ml par minute. Glitazone. Les glitazones. Alors les glitazones, je sais pas, je pense qu'on en a beaucoup parlé il y a quelques années et c'est en train de passer de mode, beaucoup. Inhibiteur de l'alpha-glucosidase. Parfait. Et l'inhibiteur de l'alpha-glucosidase, c'est le glucor. Donc ça diminue l'absorption intestinale du glucose. Ça sert pas à grand-chose. Ça donne beaucoup de flatulence. C'est assez mal toléré. Et en gros, ça sert à rien. Donc glucor qui sert pas à grand-chose, qui diminue peut-être de 0,3% de l'hémoglobine glyquée. Et les glitazones, t'as dit les 5. Les glitazones qui là récemment ont montré peut-être un surrisque d'accident coronarien. Donc on est en train de lever le pied franchement sur les glitazones.
On en reparlera juste après hein, dans les médicaments. Vous n'avez pas du tout entendu parler de deux autres nouvelles classes médicamenteuses? Non, ça c'est pour l'obésité. Elle me propose les antagonistes des récepteurs endocannabinoïdes. Ça c'est le Rimonabant, mais il faut l'oublier puisqu'il a perdu son AMM il y a 2 semaines. Donc effectivement, le Rimonabant, c'était un médicament contre l'obésité, mais on oublie, ça donnait beaucoup de dépression et ça en donnait tellement que finalement, ça n'a plus d'AMM. Non, mais peut-être qu'il y a 2 autres nouveaux médicaments, mais je ne sais pas si je dois vous en parler ou pas. Les incrétines. Non, on ne vous en a pas parlé? Je vous en parlerai juste après dans la... Juste un mot que vous sachiez que ça existe. C'est vraiment les nouveaux trucs. On en parle après dans le traitement. Alors, comment on prend en charge ce malaise? Donc, j'ai dit qu'il fallait diminuer, ou je ne sais pas s'il faut arrêter complètement les sulfamides hypoglycémiants. Bon, en tout cas, éduquer la patiente sur les signes d'hypoglycémie, la conduite à tenir en cas d'hypoglycémie, et une autosurveillance glycémique afin d'équilibrer le diabète, en tout cas au début du traitement. Bon, tu as dit le mot important, c'est l'éducation, toujours, effectivement, éduquer vos patients. Mais alors, moi, ce que je cherchais à vous faire dire, c'est qu'on va voir si on l'arrête, on le diminue, en fonction de la présence ou non d'un facteur déclenchant. En fait, si elle a pris son Downhill sans manger ou si elle a fait un exercice physique particulièrement inhabituel ce matin-là, on ne va pas forcément modifier son traitement. Mais ce que je voulais vous faire ressortir, c'est ça, c'est rechercher un facteur déclenchant. Donc savoir effectivement, est-ce qu'elle a fait une erreur alimentaire et un exercice physique inhabituel, une prise médicamenteuse qui pourrait potentialiser ces sulfamides. Par exemple, un anti-inflammatoire ou des choses comme ça. Est-ce qu'elle a une cause pour faire l'hypoglycémie? Si y a un facteur déclenchant, eh ben, on en rediscute avec elle et on laisse le même traitement en lui disant de diminuer le traitement lorsque ce facteur déclenchant arrive. Et s'il n'y en a pas, effectivement, il faut diminuer le Downhill. Pas l'arrêter, hein, diminuer. Donc diminution, 6 répétitions des hypoglycémies si on ne retrouve pas de facteur déclenchant. Et effectivement, l'éduquer sur les méthodes de resucrage. Ok. Dernière question sur le diabète de type 2, avant que vous connaissiez tout des nouvelles classes médicamenteuses. Donc en fait, elle a une hémoglobine glyquée qui reste élevée à 9,3%, alors que l'objectif pour les diabétiques de type 2, je crois que c'est moins de 6,5%. Alors l'objectif, il bouge. Mais en fonction de l'âge aussi, mais là, elle n'est pas... Là, elle n'est pas très âgée. Donc en fait, il faut lui dire de maintenir les efforts diététiques qu'elle a fait. Donc notamment peut-être essayer d'augmenter l'activité physique à type de marche ou quoi que ce soit. À la fois, elle a perdu 6 kilos, hein, c'est bien. Oui, donc de continuer au niveau diététique. Et moi, je lui ai rajouté une insulinothérapie. Ouais, c'est bien. Donc un analogue lent, en fait. Lui dire, donc pareil, de faire une autosurveillance. Et voilà. Donc toi, tu n'as pris qu'une seule option. Donc effectivement, une des options, c'est de la mettre sous insuline. Donc on se retrouve, je pense que je vous l'ai mis dans la correction, vous avez déjà dû voir, il y a eu des recommandations de l'HAS de la prise en charge du diabète de type 2, relativement récentes, et effectivement, l'objectif évolue en fonction du stade du diabète. Chez elle, on est déjà avec une bithérapie, glucophage Downhill, donc on est dans l'étape 3, bithérapie, et l'objectif, c'est il faut passer à l'étape 4 si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 7%. Donc son objectif, c'est ramener en dessous de 7%. Donc en 2006, quand l'HAS avait sorti ça, il y avait 2 options possibles. C'était soit lui mettre une insuline qu'on appelle bedtime, donc c'est le soir au coucher, ça peut être de la NPH, Insulatar ou de la Lantus. L'idée étant de juste normaliser sa glycémie du matin pour que les médicaments puissent agir mieux, plus facilement au cours de la journée. Donc de partir avec une glycémie normale le matin et comme ça après le Downhill glucophage peut agir la journée pour les postprandiales, ou de rajouter une glitazone. C'est les 2 options qu'ils proposaient à ce moment-là, donc de faire une trithérapie médicamenteuse. Alors la nouveauté, c'est qu'effectivement personne ne vous en voudra de rajouter une glitazone, ça a encore l'AMM et ça se fait encore, mais donc on est en train de reculer vachement sur les glitazones, sur ce que je vous disais, sur ce qu'on a découvert sur le
sur-risque coronarien. Donc les glitazones sont beaucoup moins à la mode. Et ce qui est le nouveau truc, et donc c'est pour ça qu'ils ont sorti des nouvelles recommandations HAS, que je vous avais sorties comme ça, sur 2 médicaments qui interviennent à ce moment-là, qui interviennent même, qu'on peut mettre dès la bithérapie. Et c'est les incrétines. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les incrétines, c'est des médicaments qu'on a découverts parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on donnait du glucose aux gens par voie orale et la même quantité par voie veineuse, les gens par voie veineuse montaient plus leur glycémie. Donc on s'est dit, il se passe quelque chose au niveau intestinal qui fait qu'il y a une sécrétion d'une molécule ou d'une hormone qu'on a appelée les incrétines qui fait diminuer la glycémie. Donc cette hormone s'appelle les incrétines ou la GLP-1. Ils ont maintenant des agonistes de la GLP-1 qui sont des nouveaux médicaments qui ont l'AMM depuis mars 2008 pour le diabète et qui interviennent au niveau de l'HAS. Ils le mettent pas d'indication en monothérapie mais une indication en bithérapie. Donc en fait on commence maintenant quasiment chez tout le monde par de la metformine, obèse ou pas obèse. Et une fois que la metformine ne suffit pas, on a plusieurs options de rajouter des glitazones. Bon, rajouter du sulfamide, c'est quand même ce qu'il y a de plus classique, ou rajouter l'un de ces 2 médicaments qui est soit l'agoniste du GLP-1, donc de l'incrétine, mais le problème c'est que c'est une sous-cutanée, donc c'est quand même un peu emmerdant, soit l'incrétine elle est détruite par un truc qui s'appelle la DPP4, ça on s'en fout, et on donne l'inhibiteur de la DPP4 pour pas que la GLP-1 soit détruite. Il y a des nouvelles recommandations là-dessus, c'est des médicaments qui ont l'AMM, c'est peut-être de la surspécialité, en tous les cas, juste je vous donne le nom, hein, que vous sachiez que ça existe. Les incrétines, donc c'est sous-cutané, ça s'appelle l'exénatide. Et l'autre, qui est l'inhibiteur du GLP-1, ça s'appelle Januvia ou Xelevia, et c'est Péros. Comme c'est Péros, ça se donne pas mal. Moi, c'est des médicaments que je n'ai jamais prescrits. Mais bon, ça fait 1 an que j'ai arrêté la clinique pour faire de la recherche, donc ça vient de sortir. Je pense que c'est en train de commencer. C'est des grosses contre-indications, pareil que les autres, insuffisance rénale et tout ça. Est-ce qu'il y a des grosses contre-indications? Non. L'insuffisance rénale, c'est à peu près tout. Ils disent des insuffisances rénales modérées à sévères. C'est inhibiteur de quoi? Alors, c'est inhibiteur de la DPP4. Parce que la DPP4 détruit le GLP-1. Et donc, si tu inhibes ce qui détruit le GLP-1, tu permets au GLP-1 d'être actif plus longtemps. Donc, inhibiteur de la DPP4, c'est ça qui est Péros, et c'est ça qui va se donner le plus, en fait. Bon, sur le site de l'HAS, il y a cette nouvelle recommandation depuis mars 2008 sur ces 2 nouveaux médicaments. Maintenant, si vous connaissez les 5 d'avant, c'est déjà bien. Dernière chose sur le diabète, on en reparlera peut-être après. La dernière chose que je trouve qui n'est pas totalement consensuelle, et c'est les critères de syndrome métabolique ou le critère d'une obésité, le tour de taille d'une obésité. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses différentes. Et alors, moi, je vous donne les critères qu'on nous apprend en cours d'endocrino et donc qui ont l'air d'être les plus consensuels. Ce sont les critères de l'IDF, hein, qui est l'International Diabète, je ne sais pas quoi, formation, fédération, merci. Et donc pour eux, l'obésité abdominale, c'est 94 cm chez l'homme et 80 chez la femme. Je ne sais pas si vous avez ça. Parce que je trouvais que ce qui traînait encore beaucoup, c'était les 88-102. Donc là, maintenant, c'est quand même passé 94-80. Ce qui rajoute d'autres, c'est glycémie à jeun supérieure à 5,6 mmol par litre ou diabète. Tension artérielle supérieure à 130-85, pardon. Les triglycérides, c'est supérieur à 1,50 g. Ça, je pense que c'était la même chose. Et HDL inférieur à 0,4 chez l'homme et 0,5 chez la femme, mais tout ça, c'était la même chose. Donc l'idée, c'est une tension artérielle un peu élevée, une glycémie supérieure à 1 g, un HDL bas, un triglycéride un peu élevé, et il y a juste le tour de taille qui a changé. Les deux entraînent, et les deux... Mais c'est vrai que nous, ce qu'on nous apprend, c'est 94-80.